Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 20h, voici les titres. La BCEAO relève ses prévisions d'inflation pour la sous-région ouest-africaine. Elle compte prendre des mesures pour assurer la stabilité monétaire et limiter la hausse des prix des denrées. La BCEAO a tenu sa 3e réunion ordinaire de l'année. L'effervescence monte d'un cran à Touba à la veille du Grand Magal. À Diourbel, une grande marche annonce la commémoration du départ en exil du Cheikh Serigne Touba, qui avait des relations particulières avec Serigne Mbacké Bousso, dont vous aurez le portrait. Nous aurons également en direct de Touba nos équipes incursion dans un instant. Les pèlerins sénégalais au lieu saint de la chrétienté de retour à Dakar dans la joie et avec une foi renforcée. Ils ont été accueillis hier par les autorités à l'AIBD. 25 ans après sa disparition, Mame Abdelaziz demeure un modèle de piété et d'élégance spirituelle. Sa vie et son œuvre restent inspirantes. Souvenirs dans ce journal. Bienvenue à tous. L'Assemblée nationale a installé son bureau hier. Benno Bokk Yakaar obtient 8 postes et les coalitions Yewwi et Wallu se partagent les 8 autres. Un partage équitable des responsabilités dans la 14e législature. Ousmane Gari Faye. Sur les 16 postes pourvus, Benno Bokk Yakaar s'adjuge les 8, laissant les 8 autres aux 2 autres coalitions. Un jeu d'équilibrisme qui a finalement eu raison de la levée de bouclier et du dialogue de sourds qui ont ponctué la journée d'ouverture à la satisfaction des présidents. Le peuple a des exigences de qualité, de rigueur professionnelle, mentale, de dignité, et il s'attend justement, et à juste titre, légitimement, à ce que les députés qui sont censés le représenter et qui le représentent réellement, d'après la Constitution, soient à l'image de ce peuple, sage, lucide, déterminé pour faire face à son avenir et relever les défis ensemble. Ainsi donc, dans le détail, Benno Bokk Yakaar, en plus de la présidence, s'est vu attribuer 4 vice-présidents, 3 secrétaires élus et le poste de premier questeur, suivi de près par Yewwi Askan Wi, qui s'installe aux 5e, 6e et 8e places de la vice-présidence, en plus de 2 secrétaires élus et du 2e questeur. Aujourd'hui, nous avons essayé de travailler dans les conditions normales. On a échangé dans un débat constructif. Nous avons eu des échanges qui nous ont permis de pouvoir ramener les incompréhensions à des proportions normales et nous avons avancé. Nous espérons que pour l'avenir, cela se déroulera ainsi parce que nous avons un seul intérêt, c'est l'intérêt de travail pour le peuple. La coalition Wallu-Sénégal, 3e force politique dans l'hémicycle, se console, elle, avec le poste de 7e vice-président et un secrétaire élu. Il n'y a pas de problème qui ne peut être résolu ici, dans l'hémicycle. Mais parce qu'il y a des structures appropriées, les groupes parlementaires sont mis là. C'est pourquoi, quand il y a une difficulté, les présidents de groupe se rencontrent, en discutent, et s'appuyant maintenant sur notre code qui est la loi fondamentale, notre règlement intérieur, nous devons, et la sagesse que nous tous devons avoir, nous avons pu donc régler tous nos problèmes ce matin. Un gentleman agreement pour certains, un modus vivendi salutaire pour d'autres. En tout état de cause, cette 14e législature mettra encore du temps pour passer ses plaies. La présence de ministres élus lors d'une session inaugurale procède au Sénégal de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les propos de l'historien El Hadj Ibrahima Ndao. Il est ce soir à l'invité du magazine Le Point. Le règlement intérieur, son article 9, avait prévu qu'au moment donc, de l'ouverture de la séance, c'était le doyen d'âge avec 2 secrétaires qui sont les plus jeunes, n'est-ce pas, qui vont donc diriger le bureau d'élection. D'accord. Mais sauf que cette fois-ci, il y a eu quand même un point d'achoppement. Ce sont les membres du gouvernement dont on disait qu'ils ne devaient pas siéger à cette séance inaugurale. Est-ce que dans l'histoire politique du Sénégal, c'est arrivé ça? Mais les membres du gouvernement qui ont été investis dans la liste et qui ont été élus... C'est cette façon de s'opposer à ce que ces membres siègent, c'est ça que je demande. Est-ce que c'est... Non, c'est la première fois que ça se passe, parce que les gens ne comprennent pas. Ici, là, j'ai sous les yeux une coupure du soleil qui disons, donnait pratiquement la situation au moment où on installait le bureau et les commissions au niveau donc, de l'Assemblée nationale. Il y avait un certain nombre de ministres qui étaient présents. Donc, Djiboka, Robert Sagnon, je vous donnerai tout à l'heure. Et ça, c'est en quelle année, ça? C'est en 1988, aux élections de février 1988. Et donc, ils sont venus en tant que députés élus. Ils ont participé à l'élection de tout le bureau.
sauf les commissions. Et après, donc, ils ont envoyé, puisqu'ils ont été confirmés dans le gouvernement, ils ont envoyé tous des lettres de démission. Et ces lettres de démission, on les a lues à la séance où on devait faire donc, la constitution des commissions. Le point sur l'élection du bureau de l'Assemblée nationale et l'histoire politique du Sénégal, c'est à suivre après ce journal avec Ousmane Ngari Faye. Le président Macky Sall a reçu l'envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat. John Kerry est venu échanger avec le président en exercice de l'Union africaine sur la nécessité d'accélérer la transition énergétique et l'adaptation au moment où 18 pays africains sont directement affectés par les effets des changements climatiques. Les États-Unis souhaitent travailler en étroite collaboration avec le Sénégal pour mieux préparer la prochaine COP prévue en novembre à Sharm el-Sheikh. Voici John Kerry à sa sortie d'audience. C'est un plaisir que d'être ici au Sénégal aujourd'hui et j'ai beaucoup apprécié le temps que le président Sall a pu m'accorder et la conversation sérieuse que nous avons pu tenir. La crise climatique touche tous les pays partout dans le monde et malheureusement 18 des pays les plus vulnérables au monde se trouvent en Afrique. Le président Sall est maintenant à la tête de l'Union africaine cette année et a un rôle de leadership critique à jouer. Et nous sommes ici pour parler de la manière d'accélérer la transition énergétique en Afrique, une transition qui soit propre et qui permettra au pays de se développer. Le président Sall a été très direct et a fait preuve de beaucoup d'introspection et nous a parlé de la marche à suivre. Et nous nous sommes accordés sur le fait que nous devions travailler ensemble pour aider le Sénégal à faire cette transition énergétique et à pouvoir tirer parti des avantages dont bénéficie le monde développé depuis longtemps. Et cette transition se doit d'être juste et équitable. Nous prévoyons de collaborer sur les questions relatives au développement d'alternatives et d'énergies renouvelables. Nous espérons nous concentrer sur l'adaptation qui devient une réalité critique de nos jours. Un certain nombre de pays doivent s'adapter aux nouvelles réalités en matière de chaleur et d'événements climatiques tels que les grosses tempêtes. Et nous avons besoin d'accroître les capacités de ces pays à pouvoir faire face à cette nouvelle intensité et l'intensité des dégâts causés. L'adaptation est donc un élément essentiel d'une grande importance et nous souhaitons travailler de concert avec le président Sall, le Sénégal et l'Union africaine sur ce point. Il s'agira là d'un élément clé lors de la prochaine COP qui se tiendra à Sharm el-Sheikh. C'était John Kerry, envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat. Il a été reçu par le chef de l'État dans la soirée. Les pèlerins sénégalais au lieu saint de la chrétienté sont de retour à Dakar. Ils sont arrivés hier soir après 21 jours de pèlerinage et c'est avec beaucoup de joie et une foi renforcée qu'ils retrouvent leur famille après avoir prié pour la paix et la concorde au Sénégal. Reportage Amadou Diallo avec Fatoumata Savane. 21h15. L'avion atterrit sur le tarmac de l'aéroport Blaise Diagne. À son bord, les pèlerins. La fatigue se lit sur les visages, mais elle est vite dissipée par la joie des retrouvailles et le sentiment fort d'avoir marché sur les pas du Christ. On s'est émerveillé devant tout ce qu'on a vu après avoir suivi les pas du Christ et un sentiment vraiment de joie, une joie, un sentiment de grâce et de bénédiction. Et bon, c'est un sentiment de bonheur. Vraiment, nous sommes très contents d'avoir atterri ici, vraiment. On ne peut faire que remercier l'État. Ouais, vraiment, il nous a aidés, ils nous ont appuyés, les autorités nous ont appuyés. Les autorités religieuses et étatiques se félicitent de l'organisation du pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. Nous avions conscience de porter dans nos cœurs et dans nos prières les aspirations profondes de nos proches, de nos familles, de notre Église du Sénégal et de notre pays. Nous sommes par conséquent pleins de reconnaissance et de gratitude pour tout ce qui nous ont aidés, tout ce qui nous ont accompagnés et tous ceux qui sont restés en communion avec nous
pendant cette période. Nous renouvelons nos remerciements au chef de l'État et à l'ensemble de son gouvernement que vous représentez ici, et nous vous demandons d'être notre fidèle interprète pour leur manifester notre profonde gratitude. Je voudrais féliciter chaleureusement le SYNPEC pour avoir une fois de plus relevé le défi de l'organisation réussie du pèlerinage. J'associe à ces félicitations les représentants des ministères en charge de la santé, de l'intérieur et de la communication pour leur contribution remarquable. Je ne saurais omettre les ambassadeurs des pays partenaires, notamment la France, Israël et l'Italie, sans oublier les autorités du Saint-Siège qui, à chaque édition, nous renouvellent l'appui administratif nécessaire, reflétant ainsi la qualité exemplaire de nos relations de coopération. Cette franche collaboration institutionnelle entre organes chargés de l'organisation des pèlerinages donne corps à la volonté du président Macky Sall de ne ménager aucun effort pour que l'accompagnement de l'État en tout temps soit à ce meilleur niveau. Unis par la foi et debout au nom du Seigneur, les pèlerins peuvent désormais retrouver leur famille dans le bonheur et la grâce. Sur le tout dernier plan, vous avez pu voir notre envoyé spécial René-Léon Fonseca avec Clément Kabatou. Il a couvert le pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. Le comité de politique monétaire de la BCEAO a tenu sa 3e réunion ordinaire de l'année, la première présidée par le nouveau gouverneur. Cette session permettra à la BCEAO de prendre des mesures pour limiter la hausse des prix dans les États membres. Il faut dire que les prévisions d'inflation risquent d'évoluer en raison des crises. Fatou Sakho. À la dernière réunion du comité de politique monétaire de la BCEAO tenue au mois de juin, les taux d'inflation étaient prévus à 6,2% pour 2022 et 3,2% en 2023. Mais l'impact des crises mondiales et continentales risque de biaiser les prévisions dans la zone UEMOA. On observe une forte hausse des prix dans notre région, avec un effet négatif sur le pouvoir d'achat des populations, sur la compétitivité de nos économies, ainsi que sur la consommation et l'investissement. Il est donc important que cette question soit bien analysée et prise en charge. À cet effet, je salue les mesures et les actions fortes déjà mises en œuvre par les États membres de l'UEMOA depuis 2020 pour atténuer les effets de ces différentes crises sur les populations et relancer nos économies. Des économies soutenues par la Banque centrale. Ainsi, elle va prendre toutes les dispositions pour limiter l'inflation. Conformément à son mandat et dans les limites fixées par ses statuts, la Banque centrale, comme elle le fait déjà, jouera sa partition dans cette lutte contre la hausse des prix. Celle-ci nous oblige à être constamment vigilants et attentifs aux mutations en cours. Elle nous impose surtout d'être proactifs pour proposer et prendre des solutions idoines au moment approprié. Par conséquent, le comité de politique monétaire de la Banque se penchera pointilleusement sur la situation des pays afin de définir les mesures à prendre. Conformément à ses missions et à ses règles, le comité de politique monétaire prendra connaissance des rapports soumis par la Banque centrale afin de parvenir, après des délibérations, à un consensus sur les mesures à prendre pour assurer la stabilité monétaire dans l'Union, gage d'une croissance équilibrée. Par ailleurs, le comité analysera la demande de refinancement par la BCEAO du Sukuk Sogepa SN 2022, le rapatriement des fonds d'exportation au premier semestre et la situation du secteur bancaire de l'Union. Cette réunion démarrée ce mercredi est la première en présentiel depuis la crise sanitaire de 2020. L'Institut sénégalais de recherche agricole vulgarise ses résultats de recherche. L'ISRA a organisé à Saint-Louis un atelier de partage, une rencontre qui a permis de recueillir les avis des parties prenantes et de dégager des perspectives pour la recherche pour l'année 2023. Le compte-rendu de Jane Abadia.
Enseignants, chercheurs, ingénieurs, agronomes, producteurs de différentes filières agricoles de la vallée sont réunis pour voir comment parvenir à une agriculture productive, compétitive et résiliente face au changement climatique. Il faut alors une démarche participative pour une meilleure orientation et appropriation des résultats scientifiques de l'Institut sénégalais de recherche agricole, ISRA. L'objectif final, c'est quoi? C'est de partager les résultats de recherche, les acquis de recherche. Quelles sont les technologies qu'on peut transférer aux utilisateurs, mais aussi d'écouter tous les acteurs de la chaîne de valeur, ou autrement dit toutes les filières. On les écoute pour voir leur vision futuriste, qu'est-ce qu'ils attendent de la recherche dans un avenir proche, quelles sont leurs attentes de la recherche, mais aussi écouter tous les services de vulgarisation, d'appui conseil, les ONG, sur leurs demandes et leurs attentes au niveau de la recherche. On va les écouter pour connaître ce qu'ils font, mais aussi quels sont leurs points faibles, qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Mais en fonction de ça, nous allons nous réorienter, voir aussi ce qu'ils ont écouté aussi de nous en tant que recherche, quels sont les acquis qu'on peut les transférer, quelle stratégie devons-nous mettre en place pour transférer, pour que le transfert de ces technologies-là soit efficace au sein de l'utilisateur qui est le producteur, mais aussi les autres acteurs de la chaîne. Ce genre d'atelier permet de faire un lien entre la recherche et l'appui conseil pour faciliter le transfert des technologies développées en faveur de l'agriculture. Sans lui, en a besoin au moment où l'on répertorie des cas de famine dans certaines de ces localités, malgré son potentiel agricole énorme. Au-delà du riz, il y a l'oignon. Il y a également de la tomate, il y a également la patate douce. Il y a beaucoup de filières qui sont là et qui peuvent être développées. Et les stratégies doivent être menées, portées par l'ISRA, accompagnées des acteurs au niveau territorial. Et ceci est d'autant plus important, comme je l'ai évoqué tantôt, le représentant régional du Conseil national à la sécurité alimentaire a partagé récemment le rapport de la région de Saint-Louis. Et il y a vraiment une insécurité alimentaire qui gagne du terrain, surtout dans le département de Podor. Donc, comme je vous l'avais évoqué, comme vous l'avez dit, l'objectif de cet atelier, c'est de contribuer à comment éradiquer la réduction de la pauvreté, comment améliorer les revenus des producteurs, comment faire évoluer le monde rural et partant de cela garantir l'autosuffisance alimentaire compte tenu même du contexte économique actuel dans lequel nous vivons. À l'issue de la rencontre, tous les acteurs seront au même niveau d'information et cela va faciliter le travail de l'ISRA en termes d'innovation pour accroître le secteur agricole. 14 septembre 1997, 14 septembre 2022, il y a 25 ans, disparaissait Serigne Abdoulaziz Sy Dabakh, troisième khalife de la confrérie Tidjane. Il est l'une des figures religieuses qui a rarement fait l'unanimité. Aujourd'hui, le Sénégal se souvient encore de Dabakh malgré ce quart de siècle de vide au mariage. Plus le temps passe, plus on mesure à sa juste valeur l'étendue de la perte. Parce qu'Abdoulaziz Sy, au-delà des territorialités confrériques, savait rassembler la communauté musulmane nationale autour de l'essentiel. Sa voix, progressivement mûrie par l'âge, savait résonner au moment opportun pour ramener les uns et les autres à la raison. Son discours de vérité, livré à la manière d'un grand maître qu'il était, redonnait confiance et dissipait les incompréhensions. Dabakh a été un véritable guide, en cela il ne pouvait pas se désintéresser des choses du monde auxquelles ses contemporains faisaient quotidiennement face. Cette voix, guidée par la foi, et uniquement par la foi, on l'écoutait religieusement. Régulateur social hors pair, Serigne Abdoulaziz Sy puisait sa force dans le Coran et dans la Sunna. On se rappelle encore ce manteau de poussière sur la cité le jour de sa disparition, comme si la nature compatissante avait tenu à porter le deuil. Pour moins que cela, des incrédules ont sanctifié, voire divinisé des hommes, mais, faudrait-il l'admettre, l'événement météorologique était peu banal pour être souligné. Était-ce un pur hasard, ou un de ces signes dont le sens échappe au commun des mortels? Puisse la sagesse du calife encore éclairer et orienter notre barque sur les rives de l'unité, de la solidarité, loin des turpitudes de l'existence. Plaise à Dieu de perpétuer son héritage spirituel, que fonder une adoration permanente du Tout-Puissant et une sainte horreur de l'interdit.
Abdelaziz Sy, toujours dans les cœurs. Et nous sommes à la veille du grand Magal de Touba, où nous allons retrouver Cheikh Bamba Gueye. Bonsoir Cheikh Bamba. Ce soir, l'effervescence a fini de gagner Touba à quelques heures du grand Magal. Bonsoir Rougia Touba, bienvenue ici dans la résidence Cheikh Khadim, notre quartier général. Rougia Touba, vous l'avez dit, hein. Tout de suite nous allons voir ces images avec vous pour avoir une idée de l'affluence dans la ville sainte de Touba. Comme vous allez le voir tout de suite à l'instant même, les fidèles, les talibés continuent d'affluer dans la ville sainte depuis hier et c'est aujourd'hui dans la soirée également. Dans la grande mosquée, également à l'extérieur de la grande mosquée, vous découvrez à l'instant ces foules ici aux abords de la grande mosquée, mais également à l'intérieur de la grande mosquée pour vous dire que Touba a pratiquement fait le plein à quelques heures de la célébration du Grand Magal de Touba de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Et pratiquement les derniers pèlerins sont attendus au petit matin, vers 5h et 6h du matin. Donc ils vont venir ici dans la ville sainte également célébrer ce Magal avec toute la population sénégalaise qui est présente ici à Touba. Vous le voyez à l'instant même, donc pour vous dire que toutes les grandes artères qui mènent à la mosquée, à la grande mosquée de Touba, vous ne pouvez pas vous frayer un chemin difficile de se frayer un chemin dans les différentes artères qui mènent à la grande mosquée de Touba. Le lieu d'attraction donc de ce jour pour demain également, avec beaucoup de fidèles qui vont venir ici se recueillir devant le mausolée de Cheikh Khadim, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, mais également des autres fils de Serigne Touba. Et également Rougui dans la suite logique de notre fil conducteur, toujours pour être dans le sillage de cette affluence que vous voyez, que vous venez de découvrir à l'instant. Bien entendu, vous aurez un élément, ce sera d'ailleurs le premier dans le conducteur, l'affluence dans la ville sainte ici, et ce sera avec Ibrahim Mboup. Et ensuite, nous allons voir le mouvement Hizbut Tarqiyyah, avec notamment les fameux Kourel qui sont de véritables artistes, de véritables virtuoses en ce qui concerne les déclamations de Khassaïd. Nous allons voir le mouvement Hizbut Tarqiyyah qui vont animer une semaine avant le Magal, pendant le Magal et après le Magal avec les déclamations de Khassaïd que tous les fidèles adorent ce jour-là. Également l'arrivée des chameaux à Guédé. Hier, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr, le porte-parole du Khalif général des Mourides, a reçu des chameaux venant de la Mauritanie. Vous savez, la Mauritanie, c'est un lieu très stratégique, privilégié pour le mouridisme. C'est ce qui explique ce geste de la Mauritanie également, qui a fait convoyer beaucoup de chameaux chez Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké, le président du comité d'organisation. Ce sera donc un élément également. Et également le dispositif sécuritaire, les forces de défense et de sécurité. D'abord avec la police nationale, la visite du directeur général adjoint de la police nationale ici cet après-midi à Touba pour faire le point, l'évaluation des différents éléments qui sont envoyés ici. Et ce sera un élément de Dame Silla. Également, il y aura un point de presse juste après cette visite. Il a tenu un point de presse toujours suivi par Dame Silla. Également, toujours avec les forces de défense et de sécurité, la gendarmerie nationale est aussi présente, qui joue un rôle extrêmement important à chaque Magal, jusqu'à ce Magal qui convoie pratiquement plusieurs centaines d'éléments qui assurent la sécurité des pèlerins avant, pendant et après le Magal. Également, un dispositif extrêmement important de la gendarmerie nationale. La santé, c'est un volet important aussi, parce qu'au cours des CRD qui ont été tenus par le ministre de l'Intérieur en rapport avec le comité d'organisation, la santé occupe un élément central, une place de choix dans le traitement des pèlerins. Donc vous aurez un élément sur la pharmacie nationale d'approvisionnement, parce que vous le voyez, vous savez que les médicaments sont extrêmement importants et ceux qui souffrent de pathologie et qui sont d'une fragilité pourront avoir à leur disposition des médicaments avec cette présence de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Et pour terminer avec le directeur de la pharmacie régional d'approvisionnement qui sera avec nous comme invité. Dr Mahmadan Lo sera notre invité dans ce journal du Magal. Et si vous permettez, Rougiatou, également, nous ne saurons clore cette incursion sans remercier également le Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, pour toutes les facilités qu'il nous a accordées depuis notre arrivée. Grande marque d'attention et de déférence à l'égard de la RTS également, ne serait-ce que il y a quelques heures, là où nous sommes, il a dépêché une délégation conduite par Serigne Modou Habib Mbacké, qui est également venu voir les conditions également. Nous transmettons également tous ces remerciements au Khalif général des Mourides également, avec tout le personnel de la RTS qui est ici présent. Voilà donc, Rougiatou, le menu de ce soir, et on vous donne rendez-vous. On donne rendez-vous à tous les téléspectateurs juste après cette édition du 20h.
Merci, cher Bambagé, en direct de Touba. Et rendez-vous est donc pris pour le journal du Magal. Ce sera juste après cette édition. Puis la coordinatrice du programme de modernisation des villes était à Touba. Une visite qui lui a permis de présenter les réalisations de Promoville dans la cité religieuse. Parmi celles-ci, l'aménagement de la rocade de 30 mètres pour une enveloppe de 10 milliards de francs CFA. Ousmane Doye. Promoville à Touba, c'est plusieurs voies réalisées, c'est plusieurs boulevards ouverts à la circulation pour favoriser la libre circulation des personnes et des biens. En ce Magal, il est fort important de mettre les rocades à contribution. Plusieurs boulevards ont été aussi mis en service, une manière de présenter au porte-parole du khalife général des Mourides les réalisations de Promoville, mais aussi recueillir ses bénédictions pour faire de Touba l'une des villes les plus modernes au Sénégal, mais en Afrique particulièrement. Promoville intervient au niveau de Touba, donc par la réalisation de la rocade communément appelée 30 mètres, où nous avons finalisé l'ensemble des travaux, où la rocade a été ouverte à la circulation, où elle participe également à améliorer la mobilité, surtout lors de ce grand événement qui est le Magal de Touba. Donc sur la rocade, nous avons déjà ouvert à la circulation la voirie. L'éclairage public est déjà réalisé et en prélude à la préparation du Magal, tous les points bas qui étaient sur la rocade et où il restait des raccordements à finaliser ont été pompés pour que la circulation puisse être fluide et que l'hivernage ne soit pas une contrainte dans ces zones d'intervention. Actuellement, nous avons 9 quartiers qui ont été traversés par la rocade de Touba et qui bénéficient d'une facilitation de la mobilité à travers cette infrastructure qui a été réalisée à Touba. À marge de cette visite de courtoisie à Touba, Promoville se projette sur l'avenir pour faire de Touba une ville moderne avec des routes de qualité qui pourront permettre à tout pèlerin, d'où qu'il vient, de circuler librement sur tout axe à l'image des grandes villes du monde. Toujours dans le cadre du Grand Magal de Touba, nous vous proposons ce soir le portrait de celui qu'on surnommait le bras droit de Serigne Touba. Il s'agit de Serigne Mbacké Bousso. En plus des liens de parenté entre les deux hommes, Serigne Mbacké Bousso partageait la vision de Khadim Rassoul dans plusieurs domaines, notamment l'enseignement du Saint-Coran, la recherche et surtout les valeurs islamiques. Le portrait de Serigne Mbacké Bousso avec Oumou Baldé. Serigne Mbacké Bousso est né à Moussobé en 1864 et rappelé à Dieu en 1946. Il aura donc vécu 82 ans. Une vie bien remplie qu'on tentera de résumer en 3 étapes. Ses qualités humaines, son œuvre et ses origines. Les Bousso, originaires du Fouta, de Goléré précisément, se sont installés un peu partout dans le pays. Et en remontant leurs origines lointaines, ils seraient de la lignée des shérifs. À travers nos recherches, nous avons su que les Bousso sont des shérifs, ce qui renvoie à la descendance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Pour ce qui est des liens entre Serigne Mbacké Bousso et Serigne Touba, la mère de Cheikh Ahmadou Bamba et le père de Serigne Mbacké Bousso sont frères et sœurs. En plus des liens de parenté avec Serigne Touba, dont la mère est une Bousso, Serigne Mbacké Bousso avait des relations particulières avec le vénéré guide. Il était considéré comme le bras droit de Serigne Touba. Les deux hommes avaient une vision commune de l'éducation islamique et de la recherche. Serigne Mbacké Bousso s'orienter sur une vingtaine d'axes de recherche et d'enseignement. Dans ses écrits, on retrouve la pratique de la retraite spirituelle, la pédagogie pour l'enseignement du Saint-Coran, les lois islamiques, l'astronomie, le parcours du prophète, paix et salut sur lui, les relations sociales, la politique avec beaucoup de poésie. Serigne Mbacké Bousso s'intéressait à divers domaines du savoir, un savoir qu'il partageait généreusement avec ses disciples, le reflet de ses grandes qualités humaines.
Il réunissait toutes les qualités humaines. Un homme véridique et profondément pieux, comme enseigné par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il œuvrait beaucoup contre l'injustice. Il conseillait les hommes politiques. Serigne Mbacké Bousso tenait aussi à la qualité des relations sociales. Ses qualités et son œuvre constituent le socle de son legs, religieusement conservé par ses héritiers. L'actuel khalife de la famille poursuit les enseignements de Serigne Mbacké Bousso avec des écrits à l'appui. Des milliers de personnes ont participé à la marche organisée à Diourbel en prélude au Grand Magal de Touba. Diourbel, une ville symbolique pour le mouridisme. Seydina Alioune Fall, reportage. C'est devenu un rituel. Cela fait plus d'une dizaine d'années qu'on organise une marche à la veille du Grand Magal de Touba à Diourbel. Des milliers de personnes en procession dans les rues. Diourbel est symbolique pour le mouridisme. À travers cette marche, on rend grâce à Dieu. Cela fait plus d'une dizaine d'années qu'on le fait. Chaque année, la marche traîne plus de monde. Célébré partout, le premier safar a été organisé pour la première fois à Diourbel. Cela fait 14 ans qu'on a commencé à fêter le Safar. La célébration de cet événement au Sénégal prend sa source ici à Diourbel. Nous sommes les premiers à le faire. Durant cette journée, en plus de la marche, des lectures de Coran ont été organisées ainsi que des déclamations de Khassaïd. Et à Tambacounda, une artiste a réalisé une œuvre d'art inspirée du poème de Cheikh Ahmadou Bamba Assirou. Oumindao compte remettre le tableau au khalife général des Mourides. Allons à la découverte de ces œuvres d'art dans ce reportage de Thiorodieng. Une femme au foyer, férue d'art. Sa maison est presque transformée en galerie. Oumindao valse entre la cuisine et ses œuvres d'art. Sa rencontre avec la cire de bois a créé le déclic. En 2005, j'étais obligée de rejoindre mon mari greffier affecté à Tambacounda. C'est ainsi que j'ai découvert la cire de bois. Comme j'adore réaliser des œuvres d'art, c'est ainsi que j'ai essayé à fabriquer des vases. Et depuis lors, l'inspiration ne faiblit plus. Je suis artiste autodidacte. Tout ce que je le fais grâce à mon imagination. Je n'ai jamais appris l'art. En cette veille de Magal, la jeune artiste a été inspirée par le poème Assirou de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul. Assirou, vous voyez, l'aspect artistique, c'est à partir de cette forme-là. Alors, le mot Assirou, ça a été un peu dispersé. L'alif, il est là. Alors, Assirou, vous tirez. Ma'al. Abrar. C'est ça. C'est très chanté. C'est pourquoi au début, je disais que c'est un poème très sublime. Un poème dans lequel le cheikh chantait l'amour qu'il avait au prophète. Mais en même temps, nous indiquait la conscience qu'il avait sur sa mission. Donc déjà, intellectuellement, foncièrement dans sa conscience, il était déjà préparé. Donc, alors, quand il s'agit d'un tableau pour lequel elle a besoin d'écriture en arabe, je vais m'y mettre par des techniques d'écriture, c'est un peu artistique, et elle, ce qu'elle a à faire, c'est le modelage. C'est-à-dire, elle prend la matière pour modeler tout ce qui est écriture. Et là, puisque je maîtrise plus l'écriture arabe, c'est à ce moment-là que j'interviens pour corriger juste les caractères. Mais tout le reste, c'est elle qui fait ça. Oumi a déjà représenté la région de Tambacounda lors d'une biennale. Elle a également une fois exposé ses œuvres d'art au Centre culturel de Tambacounda. Grâce à un financement de l'ADER, l'artiste est dans une phase de rénovation de sa galerie.
C'était la page consacrée au Magal 2022. Développement communautaire, le ministre Samba Ndiobenga équipe les directeurs régionaux. Il a remis un important lot de matériel roulant et bureautique aux différents directeurs régionaux du développement communautaire. Mamou Moussagna. Avec ce geste du Japon et de la Banque mondiale, les services décentralisés du ministère du Développement communautaire sont désormais renforcés en logistique et en équipement. Ils en avaient vraiment besoin. C'était une demande de leur part d'avoir des véhicules tout-terrain opérationnels. C'était une demande de leur part d'avoir du mobilier de bureau, des équipements informatiques. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est un ministère qui avait quand même besoin d'un niveau de personnel important. Par l'entremise de son Excellence le Président de la République, aujourd'hui, nous avons bénéficié dans ce nouveau recrutement plus de 189 agents. Une façon de dire que ça, c'est une doléance réglée à tout point de vue. Donc, on s'en félicite et prie aussi qu'ils puissent prendre service le plus rapidement possible afin d'être déployés sur le terrain. 9 véhicules roulants double cabine, du mobilier de bureau, du matériel informatique sont entre autres les équipements remis aux chefs de direction régionale qui se disent revigorés. Nous, directeurs régionaux du développement communautaire, nous nous engageons à une bonne utilisation de ces véhicules de qualité de marque Toyota. Nous vous demandons d'être notre porte-parole auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le remercier pour avoir placé l'équité sociale et territoriale au cours du développement économique et social du Sénégal. La cible défavorisée que nous encadrons lui témoigne toute sa reconnaissance. C'est des gens qui sont toujours au garde à vous, c'est des gens républicains à tout point de vue, mais c'est des gens aussi utiles et aussi efficaces dans ce qu'ils font. Donc, ne serait-ce que pour ces sacrifices, je me permets aujourd'hui de les féliciter. Je les encourage aussi à persévérer. Les directions régionales ont pour mission essentielle de mettre en œuvre la stratégie de développement communautaire de l'équité sociale et territoriale à l'intérieur du pays. La région de Kaffrine affiche un faible taux d'enregistrement à l'état civil. Pour inverser la tendance, la direction de l'état civil y a organisé une rencontre avec les acteurs locaux, une activité menée dans le cadre du programme dénommé NECAL. Les détails avec Claire Diop. Avec la mise en œuvre du programme NECAL, c'est tout le processus de modernisation de l'état civil qui est lancé. L'ambition des autorités est de faciliter l'accès à l'état civil aux populations, notamment celles dites rurales. On est dans la numérisation de 15 millions d'actes au niveau national, mais surtout la question de sensibilisation et de mobilisation sociale qui est une question qui est au cœur de nos préoccupations. On a validé la stratégie nationale d'état civil récemment, évaluée à environ 68 milliards de francs CFA, mais aussi il y a une stratégie de communication déclinée dans plusieurs actions. Cette phase de communication déclinée en plusieurs actions devrait permettre une meilleure sensibilisation de la cible pour ainsi booster le taux de pénétration et atteindre le stade d'enregistrement universel. Le choix de Kaffrine pour abriter une telle rencontre est loin d'être fortuit. C'est une problématique centrale. Parmi les régions, en termes de taux, Kaffrine était faible. Fait partie des dernières régions. Donc, il faut intensifier nos interventions dans cette zone-là avec l'appui du gouverneur, que je remercie au passage, les préfets et les sous-préfets, les maires qui se sont mobilisés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'état civil est central et au cœur de leurs préoccupations. Aussi bien les maires que les auxiliaires, comme je l'ai dit, ils ont compris l'importance de l'enregistrement. C'est un droit pour chaque Sénégalais d'avoir une identité juridique légale. À cela s'ajoute le fait de jouir pleinement de tous ces droits. Pour la réussite du projet, l'implication de tous les acteurs est déterminante. À cet effet, quelques 3500 officiers et managers, 15 000 auxiliaires d'état civil et 600 archivistes vont être formés. Des documents traduits en plusieurs langues sont aussi mis à disposition pour faciliter la compréhension. Les meilleurs élèves de Tambacounda ont été récompensés par le ministre Sidiki Kaba. Ceux qui ont obtenu la mention très bien au bac ont chacun reçu un ordinateur, un téléphone portable et une enveloppe. Reportage Thioroyang. L'excellence primée à Tambacounda. Les élèves les plus méritants aux différents examens et concours ont été récompensés par le ministre des Forces armées. Maître Sidiki Kaba a remis aux 10 meilleurs élèves de la région de Tambacounda un ordinateur portable et une enveloppe. À l'endroit de la jeunesse,
de ces brillants élèves qui nous font honneur et qui nous rendent notre fierté. J'éprouve une grande fierté de voir surtout qu'ici, aujourd'hui, que la politique de l'accès au savoir universel, définie par le président de la République Macky Sall, trouve son expression à travers cette belle jeunesse. La communauté éducative a salué l'action du ministre des Forces armées et l'engagement des parents et tuteurs des récipiendaires. Si vous devriez chercher aujourd'hui des modèles ou des héros, n'allez pas chercher ailleurs, plus loin. Même pas dans les virtuels de l'Internet. Vos modèles et vos héros, ce sont vos parents et vos enseignants. Et le jour où vous réussirez demain, n'oubliez pas vraiment de tendre la main à ces parents-là par la générosité et la tendresse pour tout ce qu'ils ont fait pour vous. Nous vous célébrons parce que nous devons vous célébrer. Vous savez pourquoi? C'est pour que vous en tiriez essentiellement le courage qui permet d'avoir la persévérance, l'endurance, durer, endurer et persévérer. Pour réaliser vos rêves, cela n'est possible que lorsque vous ne vous arrêterez jamais. La liste des lauréats est répartie ainsi. 2 mentions très bien au bac, 1 mention bien, 5 mentions assez bien, dont 3 filles, la Miss Math et la Miss Science, ont été également primées. New World TV et la RTS tracent les pistes d'un partenariat gagnant-gagnant. Les 2 entités ont fait face à la presse à Lomé. Elles n'ont cependant pas échappé aux questions sur la polémique autour de l'acquisition des droits de retransmission de la Coupe du Monde Qatar 2022. Des réponses claires et fermes ont été apportées par New World TV. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux à Lomé, Côte-d'Oussène, Massiré Faye et Elhadj Thierno Dramé. Dès l'entame de ce face-à-face avec la presse, la première question qui arrive est sur le conflit entre la RTS, New World TV et E-Media. Là-dessus, l'avocat de New World TV s'est voulu très clair et ferme sur la prétendue procédure juridique et la position de la FIFA. L'assignation qui a été annoncée n'est pas encore parvenue à New World TV. La FIFA a aussi approuvé le démarrage des négociations entre la RTS et New World TV. Elle a suivi cette négociation depuis les pourparlers, la signature du contrat et l'exécution du contrat. Approuvé formellement. Cette question réglée, les 2 entités peuvent désormais se pencher sur le futur. Pour la RTS, c'est d'abord valoriser le package obtenu. Nous avons les droits télé. Habituellement, c'est les droits qu'on a. Mais cette année, New World a voulu aussi nous donner les droits en exclusivité, les droits radio. Nous avons aussi, pour la première fois, les droits digitaux, géobloqués sur le territoire du Sénégal. Nous avons les droits liés au replay. Nous avons aussi les droits liés au highlight. Donc, c'est un package, je pense, de l'ensemble des droits disponibles auxquels il faut rajouter les droits liés à l'organisation des fan zones. Il y aura des envois spéciaux, aussi bien pour la radio, pour la télé que le service digital, qui vont suivre les prestations de l'équipe nationale. Et comme on le sait également, pour ces événements sportifs mondiaux, il y aura des plateaux d'avant, pendant et après match. Et également, il y aura des magazines qui vont suivre. Grosse opération en vue, mais la RTS, forte de ses 50 ans de télévision, a l'expérience et l'expertise, des qualités qui devraient profiter à New World TV dans le cadre d'un partenariat qui se dessine entre les 2 entités. La RTS a eu certaines compétences, la RTS a eu certaines expériences. Donc, dans le cadre de cette collaboration, il y aura bien évidemment des formations que nous pouvons bénéficier auprès de la RTS, le renforcement des capacités, la mise à niveau de nos collaborateurs. Au-delà de la technique et du contenu, des perspectives de partenariat commercial sont aussi évoquées. Évidemment, hier, il y a eu une rencontre avec la direction générale de New World TV et avec la directrice commerciale et marketing, Madame Solo. Nous sommes en train de réfléchir
sur des dynamiques de collaboration, notamment avec le déploiement de leur support au niveau du Sénégal déjà, mais également sur une collaboration commerciale et marketing autour des droits sportifs dont ils disposent. New World est une fierté africaine pour les responsables de la RTS et la doyenne des chaînes de TV sénégalaises est réputée pour son expertise, ce dont New World veut profiter. Entre les deux, l'histoire ne fait que commencer et elle va s'écrire en lettres d'or. New World TV et la RTS pour un partenariat gagnant-gagnant. La Fédération sénégalaise de karaté, discipline associée, a organisé au Stadium Marius Ndiaye un don de sang